Alors bonjour, dans la première partie du cours qu'on a fait en classe, on a regardé le travail de recherche. Aujourd'hui, on va commencer avec les premières parties de l'histoire des médias. Tout d'abord, on va commencer avec la parole. On va ensuite regarder la préhistoire, l'Égypte antique, Babylone, la Grèce antique et la Rome antique. Maintenant que vous avez tous pensé un peu à votre travail de recherche et vous avez une bonne idée, il y a certains thèmes qui vont revenir tout le long du trimestre que j'aimerais que vous vous rappeliez et essayer de mettre en application dans votre analyse de votre média quand vous allez faire votre travail de session. Si on se rappelle de ce qu'on a vu la semaine passée avec Kittler, on a vu que Kittler, d'après lui, l'histoire des médias commence avec l'écriture. Mais on avait argumenté que c'était beaucoup plus tôt que ça. Il y a beaucoup de gens qui nous disent probablement que l'histoire des médias commence avec la parole. Est-ce possible? Regardons. Évidemment, la voix est un des premiers médias de l'être humain. Projeter un son, c'est communiquer aussi. La parole, c'est un peu différent puisqu'il y a un sens qu'on donne au son. C'est une série de sons qu'une autre personne peut interpréter. Donc, il y a une information qui est contenue dans la parole. C'est pas pour dire que les sons qui n'ont pas de parole n'ont pas d'information non plus. Vous savez qu'un bébé qui pleure nous dit soit qu'il a faim, soit qu'il veut qu'on change ses couches, soit qu'il est fatigué ou quelque chose du genre. Sauf que le message n'est pas assez clair ici. Donc, l'information est un peu floue. La parole, ce que ça nous permet de faire, c'est d'avoir un message un peu plus précis. Donc, selon le chercheur français Dessalles, pourquoi est-ce que les humains ont acquis la parole? C'est parce que ça leur donnait un avantage sur les autres autour d'eux. Mais Dessalles voit la parole un peu comme un pan avec sa croupe, sa queue, le rendant plus lourd et plus flamboyant et plus visible pour les prédateurs. D'après Dessalles, la parole était la même chose pour l'être humain au départ. Donc, c'était quelque chose qui lui permettait de se démarquer des autres et d'attirer évidemment l'autre sexe pour la reproduction. Donc, d'après Dessalles, c'est un peu la base de la collaboration, mais aussi de la compétition et la formation d'alliances. Parce que Dessalles dit que à chaque fois que nos ancêtres parlaient, qu'ils prenaient un risque de dire quelque chose qui était faux ou non précis. Donc, parler, c'est prendre un risque d'après Dessalles. Une autre particularité que Dessalles nous dit, c'est que l'être humain aussi est un expert pour déterminer qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui est cloche, qu'est-ce qui semble être un peu faux ou inusité, et que donc la parole aidait dans cette fonction et permettait d'affûter l'intelligence, mais aussi la perception de l'environnement aussi, c'est ce que Dessalles argumente. Il dit que la parole nous permettait d'affûter notre système de connaissances en étant capable de décrire les anomalies qu'on voyait dans notre environnement ou auprès des autres êtres humains autour de nous, et que ceci ne faisait que augmenter notre intelligence constamment, ainsi de suite. Peu importe la légitimité de cette théorie de Dessalles, faut pas oublier que il n'y a pas que la parole qui est un média. D'autres médias qui sont arrivés probablement autour de la voix, sinon avant la voix ou en même temps que la voix, le geste, l'expression du visage, la danse, toutes ces formes de médias peuvent transmettre une information, même si quelqu'un ne peut pas parler. Donc, quand Kittler nous disait que l'écriture est à la base de l'histoire des médias et que nous, on lui dit, on ne devrait pas oublier les autres formes d'art et surtout pas l'oralité, ici, il faut pas oublier la gestuelle non plus, qui, elle aussi, est une information. Le visage renferme tellement d'informations. Le défaut de la parole, des gestes, des expressions du visage et de pratiques reliées telles la danse, les mimes, les postures et probablement certains rites gestuels est qu'ils n'ont pas pu nous être transmis des premiers humains jusqu'à aujourd'hui puisqu'ils ne sont pas enregistrés, ils sont éphémères. Donc on a perdu ces traces, mais ça ne veut pas dire que ces médias de communication n'existaient pas chez les anciens humains. On va maintenant commencer une nouvelle section qui est les médias de la préhistoire. La première chose qu'il faut comprendre, c'est le concept des symboles et des signes. C'est quoi un symbole? Un symbole, c'est une façon de représenter une idée un peu abstraite qui nous permette de transférer une information d'une personne à une autre. La définition des symboles et des signes qu'on fait ici sont basées sur l'archéologie et non pas sur la linguistique ou d'autres approches des sciences sociales. Maintenant, les signes, c'est quoi? C'est une sous-catégorie des symboles qui sont plus précis dans le concept qui est représenté. Sur votre droite, vous allez voir quelques signes qui étaient utilisés dans l'Europe de la période glaciaire. On voit des astérix, des triangles, des carrés, ainsi de suite. Comment est-ce qu'on peut comprendre et distinguer le symbole du signe?
pour comprendre le symbole, d'après Shimon Becerra, ça reste une idée et le symbole est aussi éphémère. Par exemple, la couleur noire pour représenter la mort, la couleur rouge pour représenter le sang. On peut raconter une histoire avec un symbole de façon orale, évidemment. Donc on peut dire, par exemple, ce pauvre idiot cherche son chat. Dans la phrase que j'ai énoncée, est-ce que le pauvre idiot est vraiment pauvre? Une autre phrase serait, ce grand gaillard mange beaucoup. Est-ce que le fait que ce grand gaillard soit grand, est-ce que c'est ça qui le rend un peu bonasse? Je te demandais ici d'essayer de trouver d'autres symboles qu'on peut utiliser au jour le jour. C'est une bonne question d'examen. Maintenant, les signes, c'est quoi? C'est une inscription. Donc, ça veut dire qu'il y a un document qui a été produit et évidemment, le signe va durer plus longtemps que le symbole qui est une idée. Est-ce que tu es capable de trouver d'autres signes? Maintenant, le paléolithique. Le paléolithique est la période de temps où on commence à trouver des artefacts fabriqués par des humains et des hominides. Un hominide, c'est une forme antérieure à l'être humain contemporain, moderne. Donc, il y a 3 périodes à se rappeler dans le paléolithique qui ont duré à peu près 2,6 millions d'années. On a le paléolithique inférieur, le paléolithique moyen, le paléolithique supérieur. Quand on regarde le paléolithique inférieur, moyen ou supérieur, c'est pas universel en termes de date. Donc, dans une région du monde, ils étaient peut-être encore en paléolithique inférieur, tandis qu'un autre groupe était en paléolithique moyen ou supérieur. L'autre façon de se souvenir de c'est quoi le paléolithique, c'est aussi l'âge de pierre. Et donc, 99% de l'histoire de l'humanité s'est passé durant l'âge de pierre. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit l'usage de pierres qui peuvent trancher. Qu'est-ce qui est intéressant ici aussi? C'est que ce sont encore des outils. Il n'y a pas encore d'outil qui est transformé en objet médiatique. Encore. Et pourtant, il y avait des formes d'art, encore une fois. On présume que l'art était utilisé puisque, par exemple, dans la grotte d'El Kafez en Israël, qui est un des plus vieux sites archéologiques qu'on peut trouver du paléolithique moyen, on peut trouver de la poudre d'ocre. C'est quoi l'ocre? C'est de la poudre d'oxyde de fer, qui est souvent utilisée pour la peinture. On pense que des hommes de Néandertal auraient utilisé ceci pour faire des peintures. On n'a pas les peintures, évidemment. Mais puisqu'on voit de la poudre d'oxyde de fer, on pense qu'il a été utilisé de toute façon. Maintenant, l'expression symbolique dans le paléolithique supérieur, là, il y a beaucoup de choses qu'on peut retrouver. Comme on voit sur la droite, on voit des statues, on voit des peintures dans les grottes, on voit aussi des colliers, donc des bijoux, et on voit des articles de sépulture aussi. Donc, il y a une grande expression symbolique, artistique et de décoration, donc décorative, de parure, qu'on peut trouver dans cette époque-là. Donc, dans les peintures, des gravures, les sculptures, des dessins, il y a des représentations d'animaux, des fois un peu moins souvent d'humains, et aussi des formes abstraites. Les médias qui sont utilisés, c'est le coquillage, la pierre, des os, des dents, des cornes, des bois d'animaux, puis même de l'ivoire. Où est-ce qu'on retrouve ces expressions symboliques dans le paléolithique supérieur? C'est dans des sites qui sont très restreints et très difficiles d'accès. Mais on pense que les symboles qui sont représentés par ces objets-là, il y a des rites et il y a des croyances religieuses qui sont représentées par ces symboles. Maintenant, le mésolithique, donc c'est la période après le paléolithique supérieur, entre 10 000 et 6 000 avant Jésus-Christ. Le mésolithique, c'est une période principalement en Europe, une partie de l'Asie, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient on pourrait dire aussi. C'est une période transitionnelle entre évidemment le paléolithique et le néolithique qui est la période d'après. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans cette période-là? C'est une adaptation locale des peuples à leur environnement. Il y a eu des changements climatiques à cette époque et donc les gens ont adapté leur usage d'outils et de médias vis-à-vis le lieu où ils étaient. Il y a une période glaciaire, des choses comme ça aussi. Ce qui est important de se rappeler, c'est que c'est aussi le début de la sédentarisation de populations humaines. Donc la sédentarisation, ça veut dire que les gens pouvaient rester sur place et donc il y avait assez de ressources pour eux pour exploiter à l'année longue et pouvoir habiter là aussi. Maintenant, dans l'art mésolithique, on trouve 2 théories importantes qui nous expliquent quel genre d'art, de médias on peut retrouver et qu'est-ce que ça voudrait dire. Donc, selon le roi Gourhan, les os qu'on voit ici à droite sont une représentation de la cosmologie émergente d'un univers avec des êtres surnaturels, des dieux, ainsi de suite. D'après Marchak, lui croit plutôt que les inscriptions, les indentations qu'on trouve sur ces os-là, c'est une façon d'enregistrer les cycles de la Lune que les gens pouvaient observer dans le ciel. Donc, si Marchak a raison dans sa théorie, ça veut dire qu'on est devant une représentation d'une collecte d'informations. Ça veut dire que l'information est maintenant collectée, elle est
séparé de son lieu d'observation. Donc, on observe le ciel, on observe les astres, la lune, et on représente cette information-là dans un autre média, ici des eaux indentées, et on peut partager ensuite cette information-là avec une autre personne. Ce qui veut dire que ma personne qui était là et qui pouvait observer et qui connaissait bien les astres et les cycles de la lune peut maintenant passer son savoir à une autre personne à partir des eaux indentées qui sont là. C'est hyper important de comprendre comment ça change toute la façon dont les populations préhistoriques pouvaient utiliser de l'information et communiquer avec d'autres personnes. C'est vraiment un changement total de façon de faire. On a ensuite le néolithique. Le néolithique, c'est la période d'après, évidemment, vous avez compris, 6000 avant Jésus-Christ, 3000 avant Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est important dans le néolithique? C'est l'agriculture, la domestication d'espèces animales et végétales. Donc, on parle ici des pierres ou des jetons d'argile. Les exemples qu'on a souvent nous viennent de l'Iran antique. Et c'est un nouveau médium ici. Donc, on avait des jetons qu'on pouvait rouler, qu'on pouvait modeler et qu'on pouvait utiliser pour compter des choses et transmettre cette information-là ensuite. Ce qui est, encore une fois, unique dans la période du néolithique, c'est que ce jeton-là est totalement fabriqué par l'être humain. C'est pas un objet qu'on retrouve dans la nature ou ici et là qu'on a transformé un peu, comme la pierre, des coquillages, des dents, de l'ivoire ou de la pierre. C'est un document, c'est un média qui a été totalement transformé. On a pris de la terre, on a mélangé un peu de l'argile, on a mélangé avec de l'eau et on a modelé un objet de toute pièce, nous permettant de garder, de collecter, d'enregistrer de l'information. Donc, ça devient un média qui nous permet de documenter une information, de l'enregistrer. Maintenant, qu'est-ce que chaque jeton représente, dépendamment du fermier, de l'agriculteur? Ça pouvait représenter une quantité peut-être unique ou prédéfinie d'animaux, de céréales, ainsi de suite. Il y a plusieurs cas ici, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais certaines populations ne pouvaient pas vraiment compter plus que qu'est-ce qu'elles avaient. Donc, elles n'étaient pas capables de dire un jeton représente 10 brebis, mais d'autres étaient capables de le faire. Pour vous permettre de mieux absorber toute l'information que je viens juste de vous transmettre, je vais mettre le reste de la séance de cours dans d'autres vidéos. Donc, on va regarder l'Égypte, Babylone, la Grèce et Rome dans une autre vidéo. À bientôt.